Bonjour à tous, je vais changer un peu de sujet. Je vais traiter aujourd'hui des complications infectieuses liées au cathéter chez les patients de réanimation. On va commencer par des définitions pour qu'on soit tous d'accord sur les différents diagnostics liés à ces complications infectieuses. On parlera un peu d'épidémiologie et de physiopathologie. Et ensuite, on s'intéressera à quelques situations pratiques cliniques pour essayer de dérouler ensemble le raisonnement qu'on peut avoir dans ces circonstances. Donc, la Société de réanimation en langue française, elle distingue 3 types de complications infectieuses liées au cathéter de réanimation. On a tout d'abord la colonisation, qui correspond à une culture du cathéter à son ablation qui est positive, en absence de signes cliniques locaux ou généraux. À la distinction du coup de l'infection liée au cathéter, qui elle est également une culture du cathéter qui est positive à l'endroit culture, mais avec des signes cliniques qui soient locaux, au point de ponction ou bien généraux. À distinguer de la bactérémie ou de la fongémie qui est liée au cathéter si la culture du cathéter revient également positive ou si des hémocultures différentielles sont réalisées et mettent en évidence un différentiel de pouce ou un ratio en faveur du cathéter avec une bactérémie ou une fongémie périphérique dans les 48 heures encadrant l'ablation de ce cathéter. Donc, concernant ces bactérémies liées au cathéter, un tiers des bactérémies associées aux soins sont attribuables à un cathéter, avec une incidence en réanimation en 2022 de 1,75 bactérémies pour 1000 cathéters centraux. Ça a une répercussion sur les coûts de santé, puisque chaque bactérémie liée au cathéter est estimée à environ 32 000 $ et ça allonge la durée de séjour, et la mortalité ajustée des patients, avec un retentissement sur la mortalité des patients. Concernant la répartition des cathéters qu'on peut incriminer dans ces infections, les bactérémies liées au cathéter sont principalement à point de départ du cathéter central pour près de la moitié d'entre elles. Ensuite, il y a à peu près un quart des bactérémies qui sont associées au cathéter artériel et le reste sont liés à d'autres dispositifs intravasculaires de courte durée chez les patients de réanimation, avec notamment les cathéters de dialyse, les canules, l'ECMO. Concernant la répartition microbiologique de ces bactérémies liées au cathéter, on a en première position les staphylocoques coagulase négatives, suivis par les entérobactéries, et par la suite, de manière à peu près équivalente, les entérocoques, le pio et le staph doré. Alors, comment les patients acquièrent ces complications infectieuses liées au cathéter? Il y a 3 principaux modes de contamination des cathéters. Il y a en premier et le plus rare, la contamination hématogène. C'est un patient qui est atteint d'une bactérémie ou d'une fongémie qui va ensuite secondairement se greffer sur le cathéter qui va être contaminé. C'est peu fréquent chez les cathéters de courte durée. Et ensuite, on a 2 autres modes qui sont le mode endoluminal et le mode exoluminal, qui sont tous les deux liés à un défaut d'asepsie, dans la plupart des cas, de l'équipe médicale, ou à une contamination des solutés administrées. Donc pour la contamination exoluminale, c'est lié à une contamination bactérienne au niveau du point d'insertion du cathéter cutané. Elle est donc quasiment toujours liée à un défaut d'asepsie, et elle peut concerner soit de la flore cutanée, soit des germes commensaux. Le cathéter, une fois colonisé, peut ensuite développer un biofilm et être contaminant. Concernant le mode de contamination endoluminale, il concerne principalement les manipulations des voies et des robinets par les équipes soignantes ou plus rarement l'administration de solutés contaminées par des germes. Une fois les germes ayant adhéré sur le cathéter, il va y avoir formation d'une colonie qui elle-même va sécréter un biofilm qui va être responsable de plusieurs manifestations cliniques qui peuvent aller de l'obstruction du cathéter par un effet mécanique jusqu'à une migration de l'infection au sein de l'organisme du patient avec une réaction inflammatoire loco-régionale et générale et également une résistance aux antibiotiques par la formation d'une coque autour de cette colonie. On va maintenant s'intéresser à quelques situations cliniques, avec une situation clinique qui est assez fréquente chez les patients de réanimation, c'est le fait d'avoir une hémoculture positive sur un cathéter chez un patient qui, a priori, n'a pas de porte d'entrée retrouvée, qui n'est pas en état de choc. Il va se poser la question de quelle est la suite de la démarche diagnostique chez nous pour les patients de réanimation. Actuellement, ici, on réalise des hémocultures que sur les cathéters artériels en l'absence de suspicion d'infection liée au cathéter. Et donc, on va se poser la question, une fois que cette hémoculture est positive, de la réalisation probablement d'hémocultures différentielles en l'absence de foyer profond suspecté. Et donc, on va s'intéresser à la performance diagnostique des hémocultures différentielles.
Donc, comme je le disais en début de topo, il y a deux types d'hémocultures différentielles qui peuvent être réalisées pour mettre en cause les cathéters. Ce sont soit des hémocultures quantitatives avec un ratio cathéter sur périphérie supérieur à 5, ou bien un différentiel de temps de pousse avec un délai supérieur à 2 heures en faveur du cathéter qui serait qui poserait le diagnostic d'une infection de cathéter. Concernant les hémocultures quantitatives, c'était une étude rétrospective qui s'était intéressée chez des patients qui avaient tous une bactériémie ou une fongémie liée au cathéter. Ils avaient ensuite réalisé des hémocultures quantitatives chez tous ces patients et des différentiels de pouce. Concernant le ratio quantitatif cathéter sur périphérie, on voit que c'est une sensibilité qui est médiocre d'environ 70%. En revanche, quand on prend le temps de différentiel de pouce quand il est supérieur à 2 heures, on a une très bonne sensibilité qui est de plus de 95% et surtout une très bonne valeur prédictive négative, c'est-à-dire qu'en l'absence de différentiel de pouce de plus de 2 heures entre le cathéter et la périphérie, on peut raisonnablement éliminer une infection à point de départ du cathéter. La deuxième question qu'on va se poser, c'est sur quelle voie et sur quel cathéter je vais réaliser mes hémocultures différentielles, puisque pour rappel, les hémocultures différentielles doivent être réalisées de manière simultanée sur tous les sites et avec des flacons qui sont remplis au même niveau de sang. Dans cette même étude, il s'était intéressé au manque diagnostique de ces infections, de ces bactéries liées au cathéter, s'ils n'avaient prélevé qu'une seule ou deux des voies sur des cathéters multilumières chez ces patients qui avaient tous une bactérie liée au cathéter. Et donc, en excluant certaines voies du cathéter, les patients avaient été tous prélevés des 3 ou des 2 voies selon le nombre de voies qu'ils avaient sur leur cathéter. Ils avaient ensuite calculé le nombre de diagnostics qu'ils auraient manqué s'ils n'avaient prélevé qu'une seule des voies sur le cathéter multilumière. Ils en avaient déduit qu'en prélevant une seule voie sur un cathéter 3 lumières, cela conduisait à environ 37% de faux négatifs. Donc on peut en déduire que globalement, si on réalise des hémocultures différentielles chez un patient qui est porteur d'un cathéter multilumière, il faudrait donc idéalement prélever toutes les voies de manière simultanée. La question suivante qu'on va se poser, c'est à quel moment de la prise en charge je vais réaliser des hémocultures différentielles? Est-ce que j'aurais dû les faire d'emblée, dès que le patient présentait un pic fébrile, ou est-ce que je dois les faire maintenant, une fois que l'hémoculture est positive? Sur le plan diagnostic, c'est plutôt séduisant de les faire de manière systématique. Ça nous permet de poser rapidement un diagnostic différentiel entre un foyer profond, qui nécessiterait lui un bilan d'extension et un changement d'état cathéter après l'introduction d'antibiothérapie efficace, ou bien plutôt une infection à point de départ du cathéter qui, elle, comme axe principal de prise en charge, comporterait le changement rapide des cathéters pour éliminer le foyer d'infection profond. En revanche, ça impliquerait une charge de travail qui serait conséquente pour les équipes paramédicales, c'est-à-dire de réaliser des hémocultures différentielles sur toutes les voies de tous les cathéters des patients de manière simultanée, avec systématiquement une hémoculture périphérique dont on sait que ça peut être difficile d'en obtenir chez les patients œdémacieux en réanimation, et également la limite de réalisabilité de ces hémocultures différentielles, c'est notamment l'administration de catécholamine sur certaines voies du cathéter qui ne peuvent pas être interrompues pour prélever cette voie. Il y a aussi un risque non négligeable de spoliation sanguine si on réalise des hémocultures différentielles chez chaque patient, et notamment chez les patients qui sont épurés en réanimation ou qui ont des assistances circulatoires, chez lesquels on fait des hémocultures quotidiennes. Ça impliquerait donc de faire des hémocultures différentielles sur toutes les voies de chaque cathéter tous les jours, avec une spoliation sanguine qui serait importante. Par ailleurs, pour certains germes, le temps de différentiel de pouce n'est pas validé, et notamment les germes à croissance lente, pour lesquels le délai de différentiel de pouce de 120 minutes n'est pas validé. Et donc, tant qu'on ne sait pas de quel germe est infecté le patient, réaliser des hémocultures différentielles n'a pas forcément une pertinence. Donc, au total, une fois que l'hémoculture sur cathéter artériel est positif, il y a une place potentielle à la réalisation des hémocultures différentielles, probablement préférentiellement dans un second temps, pour des considérations organisationnelles et de spoliation sanguine. Et ensuite, on va raisonner sur quelle est la suite de la démarche diagnostique une fois que mes hémocultures différentielles ont été prélevées. Et donc là, on va s'intéresser principalement à si l'hémoculture périphérique est positive de manière concomitante ou non. En l'absence d'hémoculture périphérique positive, on a donc une hémoculture unique sur un cathéter artériel positif, sans bactériémie associée,
Et donc là, on va rentrer dans le cadre de la Central Line Associated Bloodstream Infection, et donc qui va probablement être à prendre en charge comme une infection ou une colonisation de cathéter. C'est une entité nouvelle qui nécessite pour son diagnostic la réalisation d'hémocultures différentielles de manière systématique, et elle est probablement à considérer comme une colonisation ou une infection selon les définitions précédentes de la Société de réanimation en langue française, malgré le fait qu'elle ne soit pas définie pour l'instant. Donc cette colonisation ou infection ou cette clapsie dont on parlera donc, par la suite nécessite dans la plupart des cas aucun traitement en dehors de l'ablation des cathéters, et dans certains cas elle nécessite la réalisation d'un échodoppler, notamment si on retrouve comme germe le staphylocoque doré, avec une indication et un traitement anti-infectieux par voie systémique durant une durée de 3 à 5 jours si l'échodoppler est négatif, qui sera allongé à 10 à 14 jours en cas de thrombose retrouvée sur cet échodoppler. Concernant les colonisations, infections, les clapsies à Candida albicans ou à BGN non fermentant, il y a également une indication à réaliser un échodoppler qui, s'il est positif, posera l'indication d'un traitement anti-infectieux par voie systémique, de même que si le patient est assisté par une ECMO, dialysé en continu ou transplanté. Donc dans tous les autres cas, la colonisation ou l'infection du cathéter, de même que la clapsie, ne sont pas traités par un anti-infectieux par voie systémique et ne nécessitent aucun bilan d'extension de cette infection. La seule prise en charge comporte le changement du cathéter mis en cause. Si on reprend notre organigramme, une fois que l'hémoculture périphérique est cette fois-ci positive, on va faire le distinguo avec le délai de pousse plutôt qu'avec le ratio quantitatif d'une infection profonde par rapport à une bactérémie ou une fongémie liée au cathéter. Et donc, si l'infection profonde est diagnostiquée, elle sera à prendre en charge de manière classique avec réalisation d'un bilan secondaire par une imagerie, une ablation des cathéters après l'introduction d'une antibiothérapie efficace. Si on met en évidence une bactérémie ou une fongémie à point de départ du cathéter, il n'y a dans la plupart des cas pas de bilan secondaire à réaliser, et la prise en charge comporte l'ablation des cathéters, l'envoi en culture et l'administration, cette fois-ci, d'une antibiothérapie systémique. Concernant cette antibiothérapie, pour la plupart des germes, elle sera d'une durée de 7 jours, qu'on pourra allonger de 7 à 14 jours pour certains germes, avec notamment le staphylocoque doré et le Candida albicans. Et dans certaines situations, elle sera prolongée de 4 à 6 semaines s'il y a des localisations secondaires ou une thrombophlébite suppurée. Donc, je vous avais dit qu'il y avait, dans la plupart des cas, pas de bilan d'extension à réaliser. Effectivement, il est à réaliser que si la bactérémie ou la fongémie est décrite comme persistante, c'est-à-dire qu'il y a des hémocultures positives à plus de 3 jours d'antibiothérapie efficace. Et dans ce cas-là, il faut faire un bilan d'extension avec un échodoppler du vaisseau sur lequel était le cathéter, une imagerie profonde avec un scanner thoraco-abdominopelvien à la recherche d'un foyer profond, et la réalisation d'une échographie transthoracique si le cathéter était en position cave supérieure. À ce bilan, en cas d'infection persistante à staphylocoque doré ou à Candida albicans, ou chez les patients à haut risque d'endocardite avec notamment les patients qui sont porteurs de valves ou qui ont des antécédents d'endocardite, il faudra réaliser une ETO de manière systématique si la bactérémie ou la fongémie persiste. Donc, je vous ai remis là l'organigramme décisionnel chez les patients, avec du coup cette nouvelle entité qui est la clapsie, qui est probablement à prendre en charge comme les colonisations ou les infections, avec le même raisonnement thérapeutique et diagnostique. Et après, les plus classiques, infections profondes et bactérémie et fongémie liées au cathéter. On peut maintenant se poser la question de comment prévenir ces infections pour ne pas en arriver à avoir des hémocultures positives sur ces cathéters. Et une des questions principales qu'on va se poser au moment où on va poser les cathéters, c'est le site de pose de ces derniers. Est-ce qu'il y a des sites que je dois préférentiellement privilégier pour poser mes cathéters chez les patients de réanimation ? Il y a une étude en 2015 qui s'était intéressée à ça concernant les cathéters veineux centraux, en comparant les 3 voies que sont la voie sous-clavière, la voie jugulaire et la voie fémorale, avec comme critère de jugement principal un critère composite alliant les thromboses dépistées de manière systématique par un échodoppler à l'ablation du cathéter et les complications infectieuses qui étaient dépistées de manière systématique par la réalisation d'une culture du cathéter à son ablation et d'hémoculture au retrait de ce dernier si elle n'était pas indiquée par ailleurs. Le safety outcome était un critère de jugement sur les événements, les complications mécaniques qui étaient majeures, à savoir
la détresse respiratoire nécessitant l'intubation orotrachéale à la pose du cathéter, une ponction artérielle au moment de la pose du cathéter veineux, un choc hémorragique ou un arrêt cardio-respiratoire. Globalement, concernant le critère de jugement principal, il y avait moins de complications thromboemboliques et d'infections systémiques quand on posait le cathéter en position sous-clavière par rapport à la voie jugulaire et fémorale de manière significative, sans qu'il y ait de différence significative entre les voies jugulaires et fémorales. Concernant les safety outcomes, on voit qu'il y a globalement plus de complications mécaniques pour la voie sous-clavière par rapport à la voie jugulaire et fémorale. À noter que pour la pose de ces cathéters, l'éco-guidage n'était pas recommandé et pas réalisé systématiquement, puisqu'il y a moins de 50% des cathéters au total, donc des plus de 1500 cathéters posés au cours de cette étude, qui n'étaient pas posés de manière éco-guidée. Il y a une méta-analyse plus récente qui reprenait entre autres cet essai contrôlé randomisé et plusieurs études observationnelles, qui conclut à l'absence de différence concernant l'outcome d'infection liée au cathéter entre les différents sites de pose, avec des intervalles de confiance qui étaient très larges et beaucoup d'études observationnelles et rétrospectives. Concernant les cathéters artériels, une étude récente qui combinait les 3 études randomisées qui avaient été designées pour l'antisepsie à la pose des cathéters, et ils avaient utilisé les datas de ces 3 études pour en déduire les risques infectieux liés au cathéter artériel selon leur position radiale ou fémorale. Et globalement, ce qu'on retrouve dans cette étude, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la voie radiale et fémorale concernant les bactériémies liées au cathéter ou les infections liées au cathéter. Par contre, il y a plus de colonisation des cathéters quand ils sont posés en site fémoral. La troisième question qu'on pouvait se poser, c'était est-ce que les cathéters que je pose à mes patients, il faut que je les change au bout d'un certain temps? Est-ce que plus je laisse un cathéter longtemps à un patient, plus il y a un risque d'infection lié à ce cathéter? Donc ça, c'était une étude qui calculait les hazard ratios instantanés pour les patients avec une estimation instantanée du risque infectieux lié à leur cathéter. On voit donc en bleu et en rouge les courbes des cathéters artériels et fémoraux. En vert, la courbe du cathéter de dialyse. On voit que globalement, le hazard ratio reste stable entre J0 et J15, J20 pour les cathéters artériels et fémoraux, ce qui correspond déjà artériels et veineux, ce qui correspond déjà à des longues durées de vie des cathéters pour les patients de réanimation. Cependant, pour les cathéters de dialyse, on voit qu'il y a un décrochage de la courbe qui est plus précoce, aux alentours de J10, J15, et c'est les patients dans l'étude qui étaient plus graves, plus exposés aux catécholamines et qui avaient plus d'antibiotiques. Une autre étude concernant la durée de vie des cathéters, là, s'était intéressée à l'identité diagnostique dont on a précédemment parlé, à savoir la CAPSI. Ils avaient mesuré l'incidence par 1000 jours cathéter selon la durée de vie des cathéters. Et globalement, on voit que l'incidence est d'environ 5 pour 1000 jours cathéter entre J0 et J20 et qu'elle a tendance plutôt à augmenter au-delà de J20, ce qui est plus rassurant sur les cathéters de réanimation. On peut également se poser la question de réaliser un remplacement systématique des cathéters pour prévenir les risques infectieux liés à leur façon de prolonger chez les patients. Il y avait une étude contrôlée randomisée réalisée dans les années 90 qui s'était intéressée à ce sujet. Ils avaient remplacé systématiquement les cathéters à J3. Ils ne trouvaient pas de diminution d'incidence des bactéries au cathéter. S'était également intéressé à la méthode utilisée pour le remplacement systématique de ces cathéters, à savoir soit un remplacement sur guide, soit une nouvelle fonction. Et ils avaient compris au fait que remplacer un cathéter sur un guide augmente l'incidence des bactéries du cathéter par rapport à un nouveau temps de fonction, sans grande surprise. Donc, au total, les hémocultures différentielles tiennent une place majeure dans la prise en charge des complications infectieuses du cathéter. Elles ne sont probablement pas réalisées de manière précoce du fait de la charge organisationnelle que ça implique et de risque de spoliation sanguine, mais elles permettent de poser le diagnostic de CAPSI, qui est un équivalent de colonisation ou d'infection, sans retirer le cathéter. La prise en charge de ces complications infectieuses comporte systématiquement l'ablation du cathé, et le traitement anti-infectieux par voie systémique est uniquement administré s'il y a une bactérémie associée,
si l'infection est liée à un staph doré, à un candidat albicans ou à des germes non fermentants dans certaines situations. On peut raisonnablement dire qu'il faut idéalement privilégier le cycloplavir en l'absence de contre-indication si on pose des cathéters par voie écoguidée. Et il n'y a pas de risque infectieux pour les cathéters avant J15 à J20 de mise en place chez les patients. Voilà.